Bonjour à tous. Voilà, je suis Emmanuelle de Rochegonde, organisatrice de cet événement, de cette conversation qu'on va avoir autour d'un sujet. Une œuvre d'art doit-elle être dérangeante pour être intéressante? Je m'occupe de la promotion d'un artiste qui s'appelle Henri Beaufour et dont on va vraisemblablement parler tout au long de cette conversation. Je vais vous présenter nos débatteurs, donc Bettina Tchoumi, historienne de l'art, ex-conservatrice du musée de Mudac, du design à Lausanne. Valerio Deo, professeur d'esthétique à Bologne, historien de l'art et critique d'art. Et Frédéric Elkaïm, historien de l'art et conseiller en art et galeriste. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va traiter ce sujet. Je vais leur poser la question de savoir effectivement qu'est-ce qu'ils pensent, quelle est leur opinion première de cet énoncé. Et puis ensuite, nous débattrons sur qu'est-ce que dérangeant, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est intéressante. Et je les laisserai animer la conversation. Je pense qu'ils ont bien des choses à nous dire. Donc, on commence, si vous voulez bien. Qui veut commencer sur qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Une œuvre d'art doit-elle être dérangeante pour être intéressante? Valerio, si tu veux commencer. Ouais, pour moi, le problème est qu'une œuvre d'art pas doit être dérangeante. Le dérangeant, c'est une question seulement occasionnelle. C'est quelque chose qui fait pas part de l'idée de l'artiste. Le but de l'œuvre d'art, c'est de faire des choses qui sont nouveaux, et ça répond à l'idée, à la poétique de l'artiste. Être dérangeant, l'art dérangeant, c'est quelque chose de très dangereux, parce que aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup de choses dérangeantes, mais sont seulement spectaculaires. C'est la recherche du spectacle. C'est la société du spectacle, la nôtre, mais c'est aussi la recherche de quelque chose pour être attractive, surtout pour la communication. Ce n'est pas quelque chose qui fait part de l'idée, de la pureté de l'art, parce que c'est quelque chose d'ajouté à être artiste aujourd'hui. Et alors, pour moi, c'est la même chose si on peut regarder dans l'histoire de l'art. J'ai pensé à des exemples. Non? Caravaggio. Caravaggio a été dérangeant parce qu'il a cherché d'être le plus réaliste. Non? Il a fait des dessins qui sont des personnes communes, normales. Ce sont des gens, non, des gens qui font part du peuple. Et a été dérangeant parce qu'à changé l'idée de la lumière, hein, et a proposé l'idée s'appelle lumière noire. Oui. Non? Le clair obscur. Ouais. Oui. Et ça, c'est une autre chose. C'est pas la recherche d'être dérangeant. Il y a un autre artiste très intéressant dans cet argument, parce que c'est Picasso, par exemple. Les Demoiselles d'Avignon, qui sont c'est la première œuvre d'art c'est 1907, qui a fait beaucoup de scandales, mais après, parce que Picasso a eu beaucoup de peur de montrer au public les demoiselles. Et il a voulu attendre 10 ans. Non? Oui.
et l'acheter au musée américain des États-Unis. Ça, c'est parce que pour Picasso, peut-être, il a eu peur que sa carrière d'artiste, avec une œuvre très dérangeante, peut-être quelque chose qui contre, non, l'être artiste et l'opportunisme, l'opportunité. Les demoiselles d'Avignon représentaient des prostituées, hein, c'est ça. C'était en ce sens que ça était dérangeant. Rue Avignon à Paris. Ouais, voilà. C'est pas Avignon. Pas seulement, c'est aussi la forme aussi qui était dérangeante. Et à l'époque, on ne montrait pas, en fait, hein, c'est ça. Oui. Il a changé beaucoup les sujets, non? Il a changé beaucoup les sujets parce que il a commencé comme un sujet lié au bordel. Bordel, oui. Bordel. La maison close. La maison close, oui. Et aussi les publics comme matelots, non? Les marins. Marins. Les marins. Et c'est bizarre parce qu'il a changé beaucoup, parce que il a eu la sensation que peut-être quelque chose de trop fort pour le public. Et ça, c'est important parce que Picasso a été le plus grand artiste qui a pensé toutes les œuvres, tous les cycles. Non, il a pensé tout, il a planifié, non, a planifié toute la vie artistique qu'il a fait, jusqu'à la fin. Et ça, c'est important parce que le problème aujourd'hui, c'est le spectacle. Nous avons beaucoup de choix dans l'art contemporain qui sont faits seulement pour aller sur les médias digitaux, sur les grands médias internationaux. Mais ce n'est pas ça, réellement, le but de l'art pour moi. C'est une chose qui peut passer autrement. Je rejoins complètement Valerio Deo sur la question du spectacle, de l'intention en fait, qu'il y a derrière le fait de créer quelque chose de dérangeant. Est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas? Et moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui est dérangeant pour qui, qu'est-ce qui est intéressant pour qui, pas en opposant, mais en séparant à la base de ma réflexion le marché de l'art et la réception, c'est-à-dire l'histoire de l'art qui vient après, peu après, mais en général avec un recul historiographique, une distance qui permet d'émettre un jugement sur d'autres critères que ceux du marché. Voilà, moi je voudrais peut-être prendre un exemple assez proche, et encore ça se discute, mais de nous, qui est celui de l'art dégénéré. L'art dégénéré qui était cette appellation donnée par le gouvernement national-socialiste, nazi, de tout ce qui a été après la guerre, au contraire considéré et dans une bonne partie récupéré par l'avant-garde et vraiment adoubé d'abord au niveau du marché, puis quasiment conjointement par l'histoire de l'art. Donc qu'est-ce qu'il y avait de plus dérangeant au moment où ces artistes créaient dans l'anonymat la plupart du temps ce que le régime a taxé de tellement dérangeant qu'il a fallu le montrer comme tel et le sortir de la légitimité tant du marché que évidemment de l'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'il y a de plus... Enfin, il y a vraiment un renversement dans la réception plus tard, et ça tient au contexte. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si, de manière très provocante, hein, je le dis vraiment pour lancer une discussion, si les Alliés n'avaient pas remporté la Deuxième Guerre mondiale, quelle aurait été à ce moment la façon de percevoir
l'impact du dérangement provoqué par ce que nous considérons comme des avant-gardes. Est-ce que le terme d'avant-garde et le terme associé de dérangeant existerait encore? Voilà, moi, c'est une série de questions que je me suis posée et qui est là pour lancer la discussion sur le thème. La question du spectacle, par exemple, enlève en effet une dimension dérangeante. C'est sûr que Made in Heaven de Jeff Koons avec la Cicciolina, c'est dérangeant et puis c'est pas dérangeant. On est dans une esthétique porno chic des années 80, fin 80, 90, qui au fond est une sorte de consensus en réalité. Hein. On a aussi des œuvres qui sont professionnellement dérangeantes, comme ce fameux arbre de Noël qui était installé à la Concorde, que certains ont assimilé à un plug anal par exemple, et qui là était une sorte de profession dérangeant en quelque sorte. Et là on est dans la société du spectacle à 100%, et on n'est pas dans un dérangement profond, on n'est pas dans quelque chose qui nous remue, qui nous met en cause, qui nous met en question, etc. Voilà, de la même façon, ta distinction entre la réception, le marché de l'art, l'histoire de l'art, et cet exemple que je trouve formidable sur, en effet, l'art dégénéré qui a été présenté par les nazis. Hein. Je rappelle quand même qu'on disait c'est l'art des fous. Ce qui est génial, c'est que cet art des fous, parce qu'on mettait des œuvres de fous à côté. Hein, Hitler était quand même un artiste néoclassique frustré parce qu'on lui avait dit bah non, il s'est passé des trucs depuis l'impressionnisme, l'expressionnisme, les dadas, etc. Donc, on ne veut pas de vous dans nos galeries. Et puis, donc, il fait ça. Il fait notamment avec Goebbels cet art dégénéré. Et on s'aperçoit plus tard avec Dubuffet qu'en fait, l'art des fous est intéressant. Mais il est intéressant parce qu'il est dérangeant, justement, aussi. Donc, on a comme ça des ironies de l'histoire qui sont assez étonnantes. En tout cas, à titre personnel, quand je suis face à un artiste, j'ai besoin d'être dérangé. Franchement, j'ai besoin de ne pas être séduit. Alors, si, un peu quand même. Ça passe aussi... D'ailleurs, il y a beaucoup de dispositifs possibles. Il peut y avoir des choses extrêmement provocatrices immédiatement, Merda d'Artista, l'urinoir de Marcel Duchamp, tout ce que vous voulez, et d'autres choses qui, au contraire, ont une forme de douceur, de délicatesse, de poésie formelle, avec, pourquoi pas, de la feuille d'or. Je n'évoque personne dans le public, mais il faut que derrière cette apparence jolie, entre guillemets, il y ait quelque chose de plus profond, d'un petit peu vertigineux, qui fasse en sorte qu'on n'arrive pas à se caler d'une façon définitive sur une œuvre et dire « Ah ben c'est ça, ah ben c'est ci, ah ben c'est confortable, je range et c'est fini ». Non, tous les matins, vous devez être... Enfin, je ressens qu'un artiste qui cherche est un artiste qui est dans l'entre-deux, dans l'interstice entre des choses déjà faites, des stéréotypes, des archétypes esthétiques qu'on connaît déjà, et des choses qui sont nouvelles, étranges, bizarres, qui nous mettent en question, et que c'est là que l'œuvre tient sur des années, que vous la revoyez tous les matins chez vous, et que vous vous dites « Ah, j'ai une œuvre, et je n'ai pas une chromo, une litho, un poster, quelque chose de consensuel, une image, entre guillemets, facile. » Voilà, il y a déjà tellement d'images qui sont pré-mâchées et médiatisées que c'est important pour moi, en effet. Mais ce n'est pas forcément un dérangement provocateur, ce n'est pas obligatoirement, ça peut être très poétique et doux. Voilà. Donc ce serait de l'ordre de l'interpellation, enfin quelque chose qui nous remue, qui nous met en mouvement. Alors, on va revenir sur la phrase de Marcel Duchamp. L'œuvre est, je crois sincèrement, il dit comme ça, il roule les airs comme ça, il dit, un peu à la vieux parisien, je crois sincèrement que l'art est autant le fait du regardeur que de l'artiste. Et c'est vraiment cette idée qu'en effet, il y a un échange très fort, et que s'il n'y a pas cet échange, si vous n'êtes pas remué d'une manière ou d'une autre, même en douceur encore une fois, voilà, on n'est pas dans l'intérêt de ce que peut être l'art contemporain finalement. Ça fait directement penser à Henri Beaufort. Hein. Oui, exactement, tout à fait. Ah ben, exactement, on est complètement là-dedans. Ouais. Oui, Henri Beaufort. Henri Beaufort, c'est un artiste très extraordinaire parce qu'il n'a pas aucun rapport avec le marché de l'art, avec le système de l'art. Le système de l'art est créé par les galeristes, les critiques d'art, les musées et les collectionneurs, non? Oui, aussi.
Et c'est important parce que aujourd'hui, le système de l'art, c'est beaucoup plus important aussi pour la définition d'une œuvre d'art qui peut être quelque chose. C'est que peut-être ça c'est le problème, c'est un problème du siècle, du dernier siècle. Marcel Duchamp a fait une opération très importante. Il a pris des choses de la réalité, et, non, comme l'épissoir très connu. Et il a fait d'inventer une œuvre d'art. C'est important parce que pour Marcel Duchamp, ce n'est pas important l'épissoir, le scolabottiglie. Le porte-bouteille. Le porte-bouteille. C'est les gestes que c'est très important, de prendre quelque chose de la réalité et de le transporter dans le monde de l'art. Et dans les musées, il y a le critique d'art, il y a le directeur qui dit oui, ça c'est très important, etc. etc. Et aujourd'hui, la définition, non? Comment on peut définir une œuvre d'art? Ça, c'est le problème, je crois, qui doit être évoqué. Non? Et c'est tout. Ça c'est une œuvre d'art, non parce que c'est une sculpture à marbre, ou comme vous voulez, mais parce qu'il y a le système de l'art qui accepte qu'il est une œuvre d'art. Et ça, c'est beaucoup plus important. Ça, c'est très facile, la définition ici. Mais si je prends ça, non? Et on peut faire une expo avec Bettina et sur le design. Frédéric. On l'a fait. On peut la faire ensemble. Hein? On l'a fait. Et on va pouvoir trouver un discours. Peut-être une affaire. Il faut un discours, il faut juste un discours. Et ça, c'est le problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important, le système, non, de l'œuvre absolue. Et alors, la recherche d'un artiste comme Henri Beaufort, c'est une recherche très particulière parce que Henri ne s'est pas intéressé à la représentation, s'est intéressé surtout à l'expression. C'est-à-dire que pour Henri, c'est important le choix qu'il a fait d'avoir comme forme d'expression l'art, ou plutôt que de la vidéo, des autres choses, la littérature. Un art un peu plus traditionnel dans les moyens. Très sensuel aussi, le geste. Le geste et la main, l'art de la main aussi. C'est le geste. Et c'est important parce que c'est une recherche tout à fait personnelle, mais c'est aussi une recherche qui a toute la force de la recherche de la vérité. J'ai parlé beaucoup de fois de la vérité dans l'art. Il y a aussi un grand livre de Jacques Derrida qui s'appelle La vérité dans l'art. Jacques Derrida, philosophe français, très important. Et là, l'art a quelque chose à faire avec la vérité, mais pas avec la vérité absolue comme la religion, comme l'idéologie. C'est une vérité qui a à faire avec la sensibilité personnelle de l'artiste. Pour l'artiste, c'est beaucoup important la recherche. C'est pas important de trouver quelque chose. Quand quelqu'un artiste trouve quelque chose, ça commence le problème. Parce que trouve quelque chose que tout le monde est content. Ah, belle, hein? Mais c'est la fin de la recherche, c'est très dangereux pour l'artiste. Pour moi, c'est très important, Henri, parce que c'est, comment peut-on dire, c'est une voix forte dans le corps.
Qui surgit du cœur. Ouais. C'est l'individualité qui est encore très important pour les artistes. Les artistes ne sont pas liés des autres choses. L'artiste pense seulement à lui-même. Mais c'est très important d'avoir la pureté d'une cherche qui peut trouver quelque chose, on peut continuer dans la même façon pour toute la vie. Et je crois que la vitalité d'une cherche comme Henri Beaufour, c'est d'avoir pas de limites. C'est une cherche sans limite. On pourrait dire aussi que chez Henri Beaufour, justement, ce qui est dérangeant, c'est qu'il est précisément hors circuit, il est un peu atemporel, et il ne s'inscrit pas précisément dans une logique qui est celle qui a été justement celle de Marcel Duchamp, d'un art minimal conceptuel, de la vidéo, de la performance, de toutes ces acquisitions, entre guillemets, de l'art contemporain, ou de toutes ces avancées, entre guillemets, avant qu'on arrive au postmodernisme, donc à la fin du progrès perpétuel, l'idée de dérangement, c'est-à-dire d'aller toujours plus loin dans la dématérialisation de l'œuvre, d'aller toujours plus loin dans des médiums ou même dans la présentation de sujets qui étaient dérangeants justement, était devenu une forme de nouvel académisme d'une certaine façon. Il y a eu une période vraiment provocation dans les années 90 où c'était ça. Mais c'était une provocation spectaculaire. Spectaculaire, exactement. Un petit peu gratuite. Alors que là, chez Henri, justement, ce que je trouve remarquable, c'est qu'il est en dehors de toutes ces modes-là. Il n'est pas ni dans le pré- ou le post-modernisme, il est dans une liberté, une sorte presque de non-conscience de la réception qu'il va y avoir de son travail, qui le rend assez singulier et fondamentalement différent de toutes ces ambitions et de ce système de l'art, justement, que tu décrivais, Valerio, qui est vraiment, en effet, enfermant d'une certaine façon. Qu'est-ce que les gens vont attendre? Comment est-ce que ma carrière va pouvoir décoller, démarrer? Comment se distinguer des millions d'artistes? Il y a des millions d'artistes aujourd'hui sur le marché, et il y a la place pour 10 000 artistes, en réalité, pour travailler de façon vraiment professionnelle. Et lui, il est en dehors de ça. Il fait son œuvre comme aurait fait un Cézanne, par exemple, aussi, à Aix-en-Provence, dans son coin. Et il cherche, il cherche, il cherche. Il change de médium à longueur de temps. Il n'est jamais là où on l'attend. Il n'est jamais là où on l'attend, Henri. Oui, mais elle est dérangeante, son œuvre. Est-ce qu'elle est dérangeante, son œuvre? Oui, elle l'est. Elle l'est parce qu'elle n'est pas dans le système, et elle l'est parce qu'elle est par sa nature même aussi. Oui. Et puis parce qu'elle va au fond des choses, c'est-à-dire que c'est pas un art de la surface, il n'y a qu'à voir les sculptures et le modelage qu'on a devant nous. C'est le regard et l'émotion de la nôtre en regardant. Elle s'attache, elle va au travers, elle va au-delà des apparences. On arrive à quelque chose qui touche à l'essence. Donc on n'est pas sur le jeu des illusions, bien au contraire, on est sur une totale liberté de la part de l'artiste, et puis sur quelque chose qui nous touche et qui est l'énergie et la sensualité qu'il y a dans son geste, elle nous parvient. Donc c'est peut-être dérangeant parce que ça ne cherche justement pas à séduire ni à convaincre, mais ça existe et c'est l'expression de ce qu'il a au fond de lui. Alors ce que je retiens, c'est que finalement, dans le regard qu'on a sur une œuvre d'art, le côté dérangeant aussi, c'est l'émotion que ça provoque. Et c'est particulier parce que c'est pas important le sujet. C'est la façon de le traiter qui est importante, là, en l'occurrence. Tous les artistes sont obsessionnés par l'idée de chercher quelque chose, de l'expression, d'arriver à transformer une idée, une image dans quelque chose de tactile, au visuel. C'est pas facile d'expliquer la souffrance de l'artiste pour l'expression qui doit apparaître, mais on ne sait pas comment, non? On ne sait pas quand. C'est une chose très particulière parce que nous sommes habitués aujourd'hui que les artistes sont surtout des copywriters, non? Sont surtout des
des gens qui ont des idées très, très faciles à communiquer et aussi très, très intelligents. Et qui les font réaliser par d'autres parfois. Oui, réalisés par d'autres. Et ça, c'est la normalité. C'est la normalité. Et parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. La différence, non, entre les designers et les artistes n'existe pas. C'est seulement un numéro de copies. Un nombre d'éditions, oui. Oui, c'est seulement ça. Et c'est tout à fait une autre chose. Un artiste qui vit, qui est tout à fait isolé, qui, avec l'idée de l'art qui doit trouver une expression comme Henri, et c'est tout à fait très rare. Et aussi l'idée de la représentation pour Henri n'est pas la choix. Comment expliquer? Pour Henri, c'est important trouver quelque chose, avoir une vision de les choses. Dans les retraites, par exemple, nous avons beaucoup de retraites ici, non? Ils ne sont pas des personnes réelles. Aussi, ils sont des personnes réelles, ils changent beaucoup les choses, ils créent un mélange entre l'imagination et la réalité. Et parce que la réalité, pour un artiste comme Henri, c'est la réalité qui vit à l'intérieur, ce n'est pas la réalité extérieure. Et pour ça, je crois qu'Henri, c'est un artiste très, très particulier parce que c'est un choix très difficile. Aujourd'hui, l'artiste a beaucoup de relations, vivent non, à l'intérieur d'une série de rapports, mais vivre seulement avec, comme on disait quelqu'un avant, les démons, non? Les démons? Les démons, les démons de l'art. Et nous avons eu beaucoup de, par exemple, les plus connus et plus représentés, non, a été Van Gogh. Non? C'est l'exemple, non, pour tout le monde, aussi pour les gens qui ne comprennent rien des arts. Oui, c'est beaucoup plus facile, non, parce que c'est les génies, oui, d'accord. Mais aussi, Van Gogh a étudié l'histoire de l'art. Il a étudié, non, à l'Académie de Paris. Il a vécu avec les artistes. Il a cherché les rapports avec les autres artistes. A eu un frère extraordinaire, incroyable. Non? Parce que c'est très difficile de travailler et faire des choses dehors du monde de l'art et des relations. C'est très difficile. Et c'est un choix radical. Valerio, vous pensez que ça rend une œuvre ou la fécondité d'une œuvre beaucoup plus intéressante, justement, quand on est sorti de ce système de l'art? Quand on y est à ce point pas, ça lui donne de l'intérêt. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé d'intérêt, on a parlé de beaucoup de dérangeants, mais est-ce que justement ça donne un intérêt plus important justement à quelqu'un qui est totalement hors circuit? Oui. Et il faut avoir la possibilité de faire des choses en solitude. Ça, c'est très important. Il y a un tableau de Mimmo Palladino, qui est un artiste de la trans-avant-garde, il a fait beaucoup de choses avant de retourner à peintre. Il a fait beaucoup de choses conceptuelles, non? Photos, choses conceptuelles. Et quand il a décidé de retourner à la peinture, il a fait un tableau qui s'appelle, en italien, Io mi ritiro a dipingere un quadro. Je me retire
pour peindre un tableau. Il faut sortir de la société. Et c'est la même chose avec la littérature, non? Il y a beaucoup de littéraires qui ont choisi la solitude pour cultiver l'idée de l'art et la pureté. Parce que avoir beaucoup d'images autour, je crois que aujourd'hui, c'est beaucoup difficile. Trouver la concentration. Je pense que parfois, il y a des artistes même qui sont dans le système de l'art, quand même, mais qui ont dans leur tête une capacité justement à s'en extraire. Ouais. Je pense à quelqu'un comme Alberto Giacometti, illustre prédécesseur au niveau de l'art de la main, les doigts qu'on voit vraiment dans la sculpture d'Henri Beaufour, et qui... il est donc le fils d'un artiste reconnu, Giovanni Giacometti, qui est un artiste fauve, et lui-même va avoir une facilité extraordinaire tout au long de son enfance. Il travaille dans l'atelier de son père, il est reconnu comme lui-même un artiste fauve, qui fait des portraits avec des couleurs, des traits assez expressionnistes, un peu aussi dans l'esprit. Ouais, ouais. Et puis il casse complètement ça quand il arrive à Paris. Il fréquente les surréalistes, Dali vient le chercher d'ailleurs, et tout d'un coup il fait des objets surréalistes à fonctionnement un petit peu d'association d'idées, complètement absurdes, et il a un deuxième succès dans sa vie, extraordinaire, pendant 15 ans, sur la place parisienne, du mouvement le plus important de l'époque. Et il décide d'arrêter avec la figure, avec le surréalisme, pour retourner au contraire vers la figure. Et ça, c'est une décision énorme, parce que ça veut dire qu'il doit déjà faire fi du fait qu'André Breton, bien sûr, va porter... André Breton, c'est le chef de file des surréalistes, qui était quelqu'un d'assez tyrannique, en fait, avec son groupe. Les papes. Ouais, c'est ça. Et ils vont quand même détruire sa première exposition, où il revient à la figure, avec sa bande de surréalistes, parce qu'à l'époque, on ne rigolait pas avec ça. Donc ce qui était dérangeant, c'est que lui, il changeait tout le temps. Et c'est juste pour dire que... dans la notion d'art dérangeant, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi glisser vers l'art d'une certaine forme de recherche où l'artiste est dérangé lui-même par ce qu'il est en train de faire. Et que ça n'est pas quelque chose, justement, de facile. C'est parfois un cheminement extrêmement douloureux. C'est comme quand on a nous-mêmes, dans nos vies personnelles, des moments qui sont un peu compliqués et dont on sent qu'ils nous ont apporté à un moment donné une conscience de nous-mêmes. Eh bien, il y a cette recherche-là que l'on ressent et qui vibre à l'intérieur des œuvres de Giacometti, par exemple, et qui font qu'à un moment donné, ça devient un archétype humain. Mais il a fallu aller profond, s'exclure complètement du système alors qu'il était dedans, et arriver à aller au bout, en fait, sans censure. Ça aussi, c'est aussi la caractéristique d'Henri, c'est pas de censure. Il commence quelque chose, il se dit pas, tiens, est-ce que ça va aller au-delà de l'acceptable ou de pas l'acceptable? Est-ce que ça va être une forme qui va plaire ou pas plaire? Voilà, toi, tu connais bien l'œuvre d'Henri pour la défendre. Donc, qu'est-ce que tu dirais de ça, Non, je ne veux pas la défendre, mais c'est vrai que pour avoir entendu parler de ses œuvres, il n'y voit pas forcément ce que l'on y voit nous. Ce qui est intéressant, c'est finalement, c'est toujours cette recherche. Ce que je comprends, ce que j'entends de vous, c'est que vous dites que finalement, ce qui est intéressant, c'est la recherche, et la recherche, effectivement, peut être dérangeante, parce qu'on va trouver des choses qui ne sont pas nécessairement lisses ou conformes à ce que le marché définirait. Et je comprends aussi, c'est ce qui en fait l'intérêt, finalement, chez un artiste qui... Enfin, je retends le mal, mais effectivement, l'intérêt d'une œuvre, c'est justement par la recherche qu'elle évoque, le travail d'une... Non ? J'aimerais aussi qu'on aborde, alors c'est clair, c'est déjà un premier point. Je pense que là, on a avancé dans un consensus sur le fait qu'un artiste qui travaille et qui est constamment en train de changer, c'est le cas aussi de Picasso, bien sûr, par exemple, est un artiste riche et que... Alors j'ai vu hier encore, c'était un travail, je ne sais plus de quel artiste, dans une galerie, et je me suis dit... Ah oui, c'était Oscar Marsal, voilà, un jeune artiste dessinateur. Et je me suis dit, ah ça,
il a osé faire quelque chose d'assez mauvais goût, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de lumière, c'était facile, beaucoup de couleurs, pardon, c'était facile, par rapport au fait que d'habitude, il a un dessin en noir et blanc. Je me suis dit, ah, ça c'est intéressant, parce qu'au lieu de rester dans le confort de ce qui plaît, ou de sa technicité de dessinateur, il fait des cités utopistes comme ça, c'est formidable qu'il essaye des choses, y compris, des fois ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, donc ça on est d'accord, je pense qu'on a un consensus là-dessus, et ça rejoint bien sûr aussi l'œuvre d'Henri. Mais pour moi c'est important dans la perception que le public peut avoir de la sculpture et de la peinture d'Henri Beaufour. Il y a de l'énergie physique, mais aussi beaucoup d'énergie psychique. Non? Ça, c'est l'énergie spirituelle pour réaliser des choses comme ça. La technique, c'est une autre chose. La technique, il faut avoir la technique, mais il faut l'oublier, non, quand tu fais quelque chose. Et ça, c'est le secret des grands artistes. Non? Il faut avoir la technique, mais quand tu réalises quelque chose, il faut prendre la technique et oublier. Parce que tout doit être libre de l'expression. Tu dois laisser l'expression tout à fait libre. Et peut-être que quelquefois, tu ne trouves pas rien, mais c'est très important pour les artistes d'avoir la possibilité d'avoir pas des choses à faire pour les marchés au pire, parce qu'il y a des artistes qui ont terminé les idées, parce que non? Perché che l'artiste a terminé l'énergie intérieure. Et il y a beaucoup d'exemples. Qui se répètent aussi. Oui, et ça répète parce que... Et puis c'est commercial, et puis donc des provocations qui deviennent finalement... Au début, c'est réellement dérangeant parce qu'il y a quelque chose, puis après, ça devient un système, quoi, en fait. Oui, c'est parce que pour ça, il faut avoir la liberté de l'artiste, c'est important. Et c'est important que l'artiste la cherche, la vive. Et seulement de cette façon, on peut la transmettre à les autres, au public, à les autres hommes, femmes. Et je crois que c'est très important. C'est pas difficile, c'est pas facile, excusez-moi, c'est pas facile de comprendre l'œuvre d'un artiste seulement à travers une œuvre, un tableau. Il faut connaître beaucoup de choses. Et nous vivons en réalité très, très superficielle, très, très rapide. Et ça, c'est horrible. Ça ne va pas bien pour l'art. L'art a besoin de temps. Alors finalement, Valerio, c'est intéressant, ce que vous dites, c'est que finalement, on ne peut pas dissocier une œuvre d'un artiste de sa collection, de l'ensemble de son œuvre. Une œuvre seule d'un artiste, finalement, n'est pas... Au regard de l'historien de l'art que vous êtes, ou de critique d'art, c'est que finalement, elle appartient à ce cheminement-là et qu'on l'apprécie d'autant plus qu'on connaît le parcours de l'artiste. Mais c'est la même chose avec Marcel Duchamp. Tu connais Ready-Made déjà... Ready-Made, c'est seulement à partir de leur... Il a fait des peintures extraordinaires, non? Ils sont tout à fait cachés, mais c'est difficile. Mais c'est la même chose avec Jeff Koons. Non? Jeff Koons a fait beaucoup de choses. Non? C'est un artiste américain, c'est tout à fait une autre idéalité. Mais il a fait beaucoup, beaucoup de choses.
Il a fait des choses pas inintéressantes au début de sa carrière. Certaines choses très intéressantes. Il a joué de la commercialisation du marché, lui, pour le coup. Il a parfaitement compris. Voilà. C'est d'ailleurs une autre façon qu'on peut avoir d'être dérangeant, hein. C'est de manipuler le marché, comme Damien Hirst, par exemple, ou avant lui, bien sûr, Andy Warhol. C'est-à-dire, c'est des gens dont le côté dérangeant est précisément de ramener l'art à une forme de marchandisation. On se souvient des soupes Campbell's qui sont comme des boîtes de soupe sur un rayonnage de supermarché, où on se souvient aussi chez Damien Hirst de ce veau d'or, par exemple. Hein. Le veau d'or dans la Bible, c'est la représentation même du fait qu'on s'éloigne en fait du message spirituel pour au contraire idéaliser quoi, une idole ancienne et une idole en or surtout, donc au fond la richesse, le précieux. Il vend ce veau d'or, donc un veau avec des cornes en or et des petites pattes en or, etc., à François Pinault pour 15 millions. Et à un moment donné, celui qui achète le veau d'or est d'une certaine façon victime et complice du jeu cynique, d'un cynisme terrible, d'une provocation terrible pour dire, voyez, si lui il achète le veau d'or à 15 millions, c'est qu'en fait il adore le veau d'or. Donc mon message, il est à l'inverse. Il fait aussi un crâne avec des diamants qui va se vendre, ou pas vraiment se vendre, mais enfin soi-disant se vendre pour 100 millions. Le crâne, c'est l'expression même de la vanité, donc d'une forme. C'est l'idée que ça ne sert à rien d'accumuler les richesses, puisqu'à la fin, on va finir, paraît-il, hein, je ne sais pas, mauvaise nouvelle, mais on va finir, paraît-il, des os, des crânes, poussière, et que du coup, la gloire, l'accumulation de richesses, etc. Et lui fait le contraire. Il en fait un bijou extrêmement précieux, parce qu'il pave un crâne de diamants. Il y en a déjà pour 50 millions. Il vend ça ensuite 100 millions. Et sa provocation à lui, son côté dérangeant, c'est de montrer que le système est complètement, on va dire, verrouillé d'une certaine façon. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ça va laisser comme trace dans l'histoire de l'art? Est-ce que ça va être analysé comme une dérive du capitalisme, on va dire ça comme ça, artistique, ou ça va vraiment laisser des traces dans l'histoire de l'art telle qu'elle se déroule, voilà, avec ses époques, ses périodes, etc. Est-ce que... C'est une riche question. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre avant d'avoir pris un certain temps de recul. Je parlais du temps, Valerio, pour pouvoir avoir une exposition, entrer en rapport avec une œuvre. Ce temps-là est aussi souhaitable, on va dire, pas toujours pris à l'heure actuelle, mais souhaitable, pour avoir un recul et pouvoir faire le tri entre ce qui est justement de l'ordre du spectacle et du spectaculaire, et puis ce qui va laisser des traces, et ce qu'il est intéressant pour l'époque suivante de retenir. Parce qu'on peut aussi souhaiter retenir des choses qui, en le disant comme tel, ont été de l'ordre pas de l'éphémère, mais enfin oui, du spectaculaire. Vouloir le garder en le désignant comme tel, ça peut être une démarche aussi. Ou alors, au contraire, on va assister à un tri, ce qui est en général le cas, où on va garder ce qu'on estime être le meilleur et tout le reste va être invisibilisé par la force des choses, parce qu'on ne peut pas passer d'une époque à l'autre en amenant tout ce que la précédente nous a apporté. Donc vraiment, je pense que c'est une question super intéressante et je dirais à suivre. Moi, je vois plutôt ça comme un phénomène sociologique. Hein. C'est-à-dire qu'on dira, ça sera là, on dira, il y a eu un phénomène sociologique où l'art, à partir d'Andy Warhol, par exemple, est devenu une interaction, en effet, avec le marché pendant 50 ans. Je ne vois pas ça comme, en revanche, des créations dérangeantes au point qu'elles vont passer les siècles, c'est pas ce que j'imagine, où on va se dire, elle me parle encore, comme quand vous lisez un bouquin de Rabelais, par exemple, vous vous dites, tiens, je ressens ce qui... Enfin, non, peut-être Rabelais, c'est un mauvais exemple. Montaigne, on va dire. Ça m'arrive assez rarement de faire des repas rabelaisiens et de faire 55 mètres 90, mais disons, prenons Montaigne par exemple, il parle de choses il y a 4-5 siècles qui nous parlent d'aujourd'hui, vraiment, on a l'impression de ressentir les mêmes choses. Et c'est là-dessus peut-être que je trouve que cet art dérangeant, spectaculaire, en revanche,
ne passera pas la barre. Il passera la barre de... Il y a eu une période où c'était des problématiques qui se sont posées, quoi. Sociologiquement, économiquement, dans la provocation, etc. Tant qu'on reste à la surface, pardon Emmanuel, tant qu'on reste à la surface, ça n'a pas, je pense, d'intérêt à long terme. Déranger en restant à la surface, ça n'amorce pas grand-chose au débat. C'est de l'agitation vaine. Exactement. Après, s'il y a un dérangement pour justement aller au cœur de ce qui fait la poétique et la liberté d'une œuvre et d'un artiste, alors oui, ça a sa valeur et voilà, je te rends la parole. Merci nos intervenants, Valerio, Bettina et Frédéric, d'avoir fait cette conversation. Et à une prochaine fois sur un autre sujet. Toi, Voilà. Merci beaucoup.